Donc vous me proposez de lire une citation d'Hippocrate, citée par Sénèque, j'imagine. « La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin ». C'est certainement vrai pour quelqu'un comme moi qui croit vraiment au patient, au centre du problème. C'est cette notion de force qu'on peut sans doute discuter. Est-ce qu'elle est innée ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est avec cette force qui va nous permettre de lutter contre les événements, les maladies, etc. Ou est-ce qu'elle est acquise ? Et je préférerais naturellement que la médecine puisse aider à renforcer. L'autre point, c'est qu'il y a une grande injustice dans la pratique de la médecine, c'est qu'on sait que le milieu socio-culturel ou les moyens dont on dispose sont des éléments de pronostic favorables pour les maladies. Donc j'espère que cette force, c'est aussi le fait d'acquérir des moyens qui renforcent ce que l'on a en nous. Christian Roux, bonjour. Bonjour. Professeur Christian Roux, vous avez 67 ans, vous êtes un ancien chef de service rhumatologue et vous êtes aujourd'hui professeur de médecine et de rhumatologie à l'université Paris-Cité. Vous êtes né dans une famille sans médecin et ça me passionne parce que ça veut dire que la vocation est née de quelque chose et on va essayer de comprendre comment surgit cette vocation dans le cœur d'un jeune homme qui commence ses études. Vous êtes donc médecin de l'AP-HP à Paris. Vous êtes spécialiste des pathologies osseuses qui sont parfois avec des diagnostics très fréquents comme l'ostéoporose et puis très rares comme on appelle ça la maladie des os de verre. Donc, vous avez 3 enfants par ailleurs et j'aimerais bien vous poser des questions. Je sais que vous n'êtes pas très familier de vous dévoiler, mais je vais essayer de le faire de façon assez dosée. Je vous écoute. Votre meilleure guérison, professeur ? Vous savez, moi je m'occupe de maladies chroniques. Je ne vais pas pouvoir vous donner un truc spectaculaire, genre série à la télévision, le patient arrive mort et tout d'un coup il ressuscite, etc. Non, mes meilleurs accompagnements, ça je peux vous le dire, c'est-à-dire des patients qui ont des maladies chroniques et que l'on accompagne de manière positive pour eux, avec un résultat très positif pour eux. J'en ai plusieurs, si je devais en citer un seul, c'est un souvenir qui m'est très cher, c'est une jeune patiente atteinte d'une maladie articulaire extrêmement grave et destructrice concernant sa colonne cervicale, etc., à qui tous les traitements étaient en échec, on allait lui donner un nouveau traitement. À l'époque, c'était un nouveau traitement de biothérapie avec des effets, etc. Et elle nous annonce qu'elle veut un bébé. Ce qui est la priorité, bien entendu. Donc, comment fait-on pour expliquer à quelqu'un que nous n'avons pas de données, que nous ignorons le risque ? On peut le courir ensemble, mais qu'il faut qu'elle soit bien informée pour ça. Donc, parce qu'à ce moment-là, on suspend le traitement pour elle et on se dit, on lui laisse 9 mois pour... Voilà, mais on ne pouvait pas se permettre compte tenu d'un bébé. Bref, ça s'est très bien passé. Ça a été un accompagnement difficile, ça a été vraiment un bébé fait à plusieurs, là pour le coup, toute l'équipe du service, elle, etc. Et ça s'est très bien passé. Pour la petite histoire, elle a eu 3 autres bébés sous toute forme de traitement après. C'est quelqu'un qui me tient toujours très informé, qui m'envoie chaque année les photographies de ses 4 filles. Et voilà, je crois, un accompagnement réussi qui a été l'effort de cette patiente, qui a eu le courage d'affronter une part d'inconnu, que nous ne l'avions pas caché, bien entendu, et puis l'effort de toute une équipe aussi. Alors, repartons vers votre vocation. D'où surgit cette idée de faire médecine ? Alors, je pourrais vous dire très simplement parce que j'ai toujours aimé m'occuper des autres, ce qui est parfaitement vrai et ce qui me porte encore aujourd'hui, bien entendu. Mais pour être peut-être plus précis, j'avais une admiration sans borne pour notre médecin de famille. Dans quelle région ? Vous étiez à Paris ? Oui, enfin, en province, mais peu importe. En tout cas, cet individu arrivait dans une situation de crise. Et la crise était résolue. Comment vous dire ? Vous voyez, il y avait des cris, il y avait une douleur, il y avait de la fièvre, il y avait quelque chose. On l'appelait, il arrivait, tout était résolu. Je trouvais ça absolument miraculeux. Et donc, ces côtés un peu magiques comme ça m'impressionnaient beaucoup. Et puis, lorsque le choix a dû se porter, c'est-à-dire est-ce que je le fais vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir discuter longuement avec mon ancien pédiatre, qui, pour la petite histoire, était de la famille du créateur de Babar. Vous voyez, Babar Céleste, on n'est pas du tout on n'est pas du tout chez Tarzan ou Hulk, là. Vous voyez, on est chez des gens plutôt bienveillants. Et j'ai pu beaucoup parler avec lui. Il faisait partie à l'époque des groupes générés par le psychiatre qui s'appelle Balint, qui étaient les premiers qui ont réfléchi à la relation médecin-malade. Et de manière curieuse, alors qu'il avait en face de lui un jeune homme qui avait beaucoup d'envie, etc., il aurait pu me parler aussi de chirurgie extraordinaire, de vie sauvée, etc. Non, il m'a parlé de la relation médecin-malade.
Et vraiment, il a été le premier à me dire, tu sais, on s'occupe d'un malade, on ne s'occupe pas d'une maladie, on va faire un lien très particulier, on va essayer de trouver la relation qui fait que toi-même, tu peux être son médicament, etc. Ça m'avait beaucoup marqué, ça entrait bien dans l'aspect très, très humain que j'imaginais de la médecine. Donc vous voyez, pas du tout une approche technique, qui est tellement importante par ailleurs, évidemment, mais une approche très humaine. Donc voilà les personnes qui m'ont vraiment conforté, enraciné dans l'idée que c'est ça qu'il fallait faire. Voilà. Comment transmettez-vous à la jeune génération d'internes qui arrivent dans votre service cette espèce de goût, comme ça, de la patte humaine? En leur montrant. La médecine, ça s'apprend par apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à apprendre, bien entendu, dans les livres, etc. Mais ça s'apprend surtout en accompagnant des gens. Et je me suis toujours efforcé, sans doute me suis-je trompé plusieurs fois, mais je me suis toujours efforcé de leur montrer comment on approchait un patient, comment on écoutait un patient, comment, par l'interrogatoire, par l'écoute, on arrivait à faire des diagnostics. Dans ma spécialité, dans un grand nombre de cas, lorsqu'on se lève pour examiner le patient, le diagnostic est déjà fait. Si on a bien écouté le patient, si on a bien écouté sa douleur, son trajet, ses circonstances, on peut faire un diagnostic. Moi, je suis très, très économe. Sans examiner. Mais après, on examine pour conforter, bien entendu. On ne fait jamais de diagnostic. Par exemple, vous lisez en transparence dans mes défaillances. Non, si je vous fais raconter votre vie, je vais pouvoir deviner que le problème c'est ça, et donc mon examen clinique va le conforter. Et vous voyez, c'est une approche très différente de ce que l'on peut proposer de temps en temps. C'est on fait une batterie d'examens, on regarde ce qui sort, et puis on réfléchit après. Ça, c'est quelque chose à laquelle je suis assez opposé. C'est intéressant, donc ça veut dire que le relief vient de la rencontre empirique entre deux personnes, le relief d'une situation. Mais bien sûr, si j'ai le temps d'écouter la plainte du patient, je suis dans une spécialité où la caractéristique c'est la douleur, on va voir un rhumatologue parce qu'on a mal au dos, au genou, à la tête, etc. Bon. Si vous écoutez les caractéristiques de la douleur, je vous assure que vous avez le temps de faire dans votre tête l'arbre diagnostique et d'arriver à l'examen, je devrais trouver telle et telle chose. On va parler de l'intelligence artificielle et toute la mutation qui est en cours. Ce qui d'ailleurs remettra l'humain, sur lequel j'insiste, au milieu. Je ne veux surtout pas paraître moyenâgeux non plus. On est bien d'accord. L'idée, c'est de mettre l'humain au milieu. Comment fait-on? Voilà. Oui. Et vous disiez que l'hôpital, et notamment l'hôpital public, n'était pas du tout exemplaire en termes d'écologie, parce que finalement, dans le protocole de soins, on est encore, comme au 19e siècle, à utiliser des objets qu'on jette systématiquement, et il y a quand même toute une question de réforme à mettre en œuvre et qui n'est pas pour le moment traitée vraiment. Alors oui, là on aborde le point du contrôle de ce que l'on fait à l'hôpital. Alors moi je travaille à l'hôpital, je crois beaucoup à l'hôpital et je crois beaucoup qu'il faut lui donner les moyens de travailler. Après, je constate en effet qu'un hôpital, forcément ça consomme beaucoup d'énergie, vous imaginez bien 24 heures sur 24. Et nous utilisons, vous citiez les produits à usage unique, heureusement. Masques, seringues... Heureusement. Enfin, voilà, c'est pour comme éviter ça les maladies nosocomiales. Naturellement, ne retournons pas à une situation. Oui. Et puis, vous savez, aujourd'hui, si je dis aux collègues chirurgiens qui ont 4 malades à opérer dans la nuit, on va attendre que les instruments de la première intervention soient stérilisés pour commencer la seconde, ils ne vont pas être très contents. Donc, on a besoin de tout cela. Qu'on le limite, c'est tout à fait normal, mais je pense que garder tous ces moyens pour l'hôpital me paraissent tout à fait importants. Alors, cette notion de faisons attention à ce qu'on fait, me paraît peut-être plus adapté à la prescription d'examens biologiques. Dans l'examen, on fait beaucoup d'examens biologiques, beaucoup de prises de sang. Et là, il y a probablement un tri à faire en termes de est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'ils n'ont pas été faits en ville la veille de l'hospitalisation? Est-ce qu'on a besoin de les répéter? Où ils sont dans le dossier, etc. Donc là, on va avoir besoin de l'IA. Et c'est là que certains de mes collègues, je vais les citer parce qu'ils travaillent vraiment énormément, professeur Nguyen, professeur Costé-Doat, ont fait des tableaux que je trouve exceptionnels de correspondance entre l'examen, son coût naturellement, mais aussi son bilan carbone. Par exemple, si je compte vos globules, ce qui s'appelle une numération, c'est l'équivalent de 5 km en voiture thermique. Si je dose la créatinine, 2 km, etc. Vous voyez, et avec ce genre d'équivalence, on arrive à se dire... Est-ce qu'on doit vraiment faire ça? Alors bien sûr, il y a des situations d'urgence. Donc c'est une façon de responsabiliser celui qui prescrit. Bien entendu. Le discours « prescrivez moins parce que ça coûte cher » est un discours qu'on peut entendre, mais qui est un peu coercitif et un tout petit peu agaçant. Le discours bilan carbone est un discours un peu nouveau. Je constate que la plus jeune génération n'est pas tout à fait au fait encore de ce problème, mais c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important et que, encore une fois, l'IA va pouvoir gérer en rentabilisant et en faisant des prescriptions justes de tous ces examens. Votre programme de consultation est déjà rempli jusqu'au mois de septembre, donc c'est dans 9 mois. Docteur, est-ce que vous arrivez à recevoir vos patients plus de 10 minutes?
Ah, bien sûr que oui. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est jusqu'en septembre. Deuxièmement, attention. Combien de temps vous les préparez, urgences... vous utilisez, enfin, vous bloquez dans votre agenda par patient en moyenne pour essayer d'en faire un entretien qui a du sens, qui a de la valeur à vos yeux? J'arrive, aujourd'hui où j'ai moins d'activités administratives, j'arrive à réserver 45 minutes. Et 45 minutes, c'est au minimum, et tous mes patients pourront vous le témoigner, c'est au minimum 20 minutes de discussion, d'attention, d'interrogatoire, de précision avant de faire quoi que ce soit d'autre. D'interrogatoire sur comment allez-vous? Voilà. Comment va votre famille? Votre famille, ça m'est un peu égal, quoique, dans les maladies génétiques, c'est très important, mais comment allez-vous? Ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est la première question. C'est la première question. Alors moi, je vais vous demander comment vous allez. Venez avec moi. Allez. Professeur Christian Roux, j'ai une question qui me taraude. Quand vous recevez un patient, est-ce que vous avez plus envie d'être le victorieux de sa maladie ou plus le désir d'aller l'accompagner pour que lui lutte par lui-même avec sa maladie? Oh là là. La notion de victoire n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Alors on peut lutter sauvagement contre une maladie qu'on trouve vraiment particulièrement pénible, particulièrement douloureuse, injuste, ce qu'on veut. On peut à ce moment-là mettre un peu de morale. Mais non, la question n'est pas là. C'est comment je vais faire au mieux pour lui, c'est-à-dire essayer de lui trouver un diagnostic, le meilleur traitement possible. Est-ce qu'il a besoin d'un traitement ? D'abord, est-ce qu'il a besoin d'examens complémentaires? Est-ce que simplement par l'écoute? Alors, j'ai aussi un biais de recrutement dans le sens où la plupart de mes patients ont déjà été vus par des médecins, donc ça m'est assez facile. Je dispose souvent d'un dossier très complet, donc souvent je peux me permettre à ce moment-là de faire une synthèse et de leur dire, eh bien, oui, c'est comme ça qu'il faut faire, ou au contraire, ne prenez pas de médicaments, etc. Est-ce que vous êtes surpris par leur réaction parfois et leur désir de, parfois, ne pas être soigné ou de refuser votre protocole? Alors, deux choses. Est-ce que je suis surpris par les patients? Oui, tous les jours. Je suis en admiration devant le courage des patients. Vraiment, je trouve... De tous? Pratiquement. Pratiquement. Un mauvais patient, je ne sais pas ce que c'est. Non, vraiment, je trouve qu'ils ont un courage, on leur annonce des choses pas très agréables, ils ont souvent des situations chroniques, ils sont soumis à un fardeau de surveillance, d'examen. Vous savez, c'est compliqué quand vous dites, écoutez, tout va bien, mais je vous revois dans 6 mois. Bon, d'accord, c'est-à-dire que vous avez en gros 4 mois tranquilles, et puis pendant 2 mois, vous dire, qu'est-ce qui va m'arriver la prochaine fois, etc. Donc c'est un fardeau très important. Je suis très impressionné par leur courage. Les patients avec qui ça se passe mal, c'est-à-dire les patients qui refusent absolument, parfois ils ont peut-être raison, mais puis il faut se remettre en question. Après, la vraie rupture d'alliance thérapeutique, comme on dit, c'est-à-dire là c'est plus possible, vous avez tort, vous allez à la catastrophe et vous refusez ce que je dis, c'est très 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 exceptionnel. Je dirais que ça m'est arrivé 3 fois dans ma carrière. Et là c'est sous l'influence par exemple des propositions alternatives, des médecines douces? Voilà, sujet sur lequel vous n'allez pas forcément me lancer, mais en effet, il y a là un vrai problème. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune responsabilité à cet endroit-là. Il n'y a aucune responsabilité. Et puis, bon sang, médecine douce, comme leur nom l'indique, c'est pour les maladies douces, non ? Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vont être beaucoup aidés par ces maladies, et il faut les encourager. Par ces remèdes, oui. Pas par ces remèdes, il faut les encourager, bien entendu, à condition que le diagnostic ait été fait. Ce qui me met très en colère, c'est la médecine alternative appliquée sans diagnostic, la médecine alternative appliquée sur un symptôme, le mal de dos. L'exemple qui est mon quotidien. Le mal de dos peut être une maladie extrêmement grave, rarement. Très souvent, c'est vrai, un mal de dos dit commun, pour lequel les médecines douces peuvent s'appliquer. C'est-à-dire que parce qu'on en a plein le dos, c'est ça? Parce qu'on en a plein le dos, voilà. Mais pour arriver à faire dire aux patients, si vous voulez, si j'ai 10 minutes, ma consultation va consister à vérifier qu'il n'y a rien de grave, vérifier que je passe à côté de rien, donner le traitement symptomatique et je vais passer au suivant. Si j'ai 45 minutes devant moi, je vais avoir le temps de vérifier qu'il est en plein divorce, que son patron est insupportable, qu'il en a plein le dos et qu'aucun médicament ne va l'aider et qu'il faut simplement lui prescrire, en effet, de la relaxation. Une bonne thalasso. Et ce que vous voulez, mais en tout cas, autre chose. C'est d'ailleurs un élément qui me frappe beaucoup, c'est pourquoi toutes les consultations doivent finir par une ordonnance. Ça, c'est quelque chose sur lequel les sciences sociales devraient travailler, je trouve. Ça rassure tout le monde. Le médecin et probablement le patient. Oui, c'est beaucoup plus facile de prescrire que de ne pas prescrire en médecine, en termes de responsabilité, probablement. Mais de temps en temps, il y a des situations dans lesquelles il n'y a pas besoin de traitement. Donc, pour revenir à votre point des médecines douces, bien sûr que ça peut rendre service à beaucoup de patients, soit en complément des choses qu'on leur fait, soit à la place si on estime
que c'est pas utile. Ce qui me rend furieux, ce sont les gens qui perdent des chances, du temps, et donc souvent du pronostic, parce qu'ils ont été pris en charge par des choses un petit peu, disons, alternatives non prouvées, ou alors le pire, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, et là je parle, et ça m'avait touché au cœur, parce que c'est une amie très chère qui est en train de se battre contre un cancer du sein, et qui m'appelle en disant, une amie m'a dit qu'il y avait un médicament merveilleux aux États-Unis, etc. Vous voyez, cette espèce de, ça y est, je suis sorti d'affaire. Ce truc a été, enfin, il n'y a aucune valeur scientifique soutenue par 2-3 acteurs qui avaient besoin sans doute de leur notoriété. C'est un vermifuge pour chiens. Enfin, je voudrais quand même que les gens réalisent qu'on est en train de leur vendre, enfin de leur expliquer qu'un vermifuge pour chiens pourrait traiter... Livré par Amazon. Oui, probablement, demain matin, peut les aider à lutter contre un cancer métastasé. Voilà, donc ça, il y a des excès. Voilà. Mais vous vous rendez compte de la figure du médecin au 19e siècle dans cette littérature. On devine combien l'expertise d'un homme était d'autorité, parlait d'autorité. Il parlait depuis un point de connaissance, d'expertise absolument sans question. Aujourd'hui, on voit que les figures symboles de paternalisme et d'autorité sont toutes un peu mises à mal, le professeur, l'avocat, voilà, le prêtre, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas, à votre tour, challengé, en tout cas mis au défi? Vous vous rendez compte de ce que vous avez dit là? Oui. C'est un homme. La figure paternaliste, c'est une horreur. Donc déjà, commençons par faire l'égalité, commençons par constater qu'il y a plus de femmes médecins. Peut-être allons-nous changer ça. Ça, c'est la première chose. Il est tout à fait possible, plausible même, que la disparition de la figure paternaliste améliore les choses. Moi, j'ai connu un patron, quand j'étais étudiant en médecine, qui, quand le patient demandait « vous me faites une ordonnance, vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a dessus ?» montrait le papier et disait « vous voyez ce qu'il y a marqué là? Il y a marqué ordonnance. Point. » Voilà. Donc, effectivement, je ne vous expliquerai pas. Voilà. Ouais. Donc, on a beaucoup changé. Alors, oui, la figure d'autorité, on va dire, quelle qu'elle soit, a été remise en question. Pourquoi pas? C'est un petit peu dommage. J'aimerais vraiment dire que le doute est toujours permis. Toute la question est de savoir à quel moment on le met. C'est-à-dire que si vous avez un fait établi et que ensuite vous émettez des hypothèses en permettant de discuter, ça c'est quelque chose qui est scientifiquement recevable et humainement utile. Mais si vous remettez en doute le fait lui-même, d'accord? Je ne suis pas malade, ou ce n'est pas... La Terre est plate, oui. par exemple. Donc là vous ne mettez pas un doute de réflexion pour arriver à la connaissance, vous maintenez les gens dans une illusion de mensonge. Voilà. Donc c'est à quel moment on doute me paraît très important. Et alors on voit l'émergence d'une méfiance, d'une défiance en tout cas des patients vers les médecins, les anti-vax, toutes ces questions. Est-ce qu'on n'est pas trop informé en tant que patient aujourd'hui et on va chercher notre solution tout seul? Pas assez. Pas assez. C'est pas possible qu'au pays de Pasteur, il y ait autant d'antivax. Je peux comprendre les arguments et je vais surtout pas rentrer là-dedans. J'ai pas envie que ma boîte mail soit saturée ce soir. Mais moi, je crois au contraire qu'il faut être informé. Alors toute la difficulté, c'est quoi? C'est l'enfermement narcissique dans lequel on se trouve sur les réseaux. C'est-à-dire que on va chercher ce qui nous plaît et ce qui nous plaît est amplifié par les robots et donc on se retrouve dans une masse d'informations qui nous dit bah oui, j'ai raison. C'est-à-dire au lieu de dire les gens ont démontré que et réfléchissons à partir de ça. On dit « je pense que », et d'ailleurs on est des milliers à penser pareil parce que des milliers de robots ont mis à disposition, etc. Donc par rapport à votre point, voilà, par rapport à votre point, je crois que plus on est informé, mieux c'est, mais il faudrait évidemment, on entend un débat dans lequel je ne suis pas compétent, mais il faudrait que l'information soit juste et équilibrée. C'est-à-dire que s'il y a une information A qui est vraie, démontrée par la science, et une information B alternative, que le A c'est une page, et que les 10, et que tous les autres soient gérés par 1000 robots, qui produisent en pagaille des articles faux, etc., etc. Comment allons-nous faire la part? Est-ce que c'est 10 contre 1 ou est-ce qu'on arrive à faire la part? Bref, plus il y aura d'IA, plus il y aura de contrôle et meilleure sera l'information. Et c'est très important parce qu'un patient bien informé est un patient qui évolue mieux qu'un patient mal informé. Voilà. Alors vous parlez d'intelligence artificielle, beaucoup craignent qu'elle remplace, cette intelligence artificielle, le diagnostic des médecins qui ne se contenteront que de signer des papiers qu'ils n'auront pas lus. Vous avez l'air de trouver que ça va, au contraire, réorganiser le temps du médecin de façon très qualitative. Est-ce que vous pouvez m'expliquer par quel chemin il faut aller pour que ça puisse fonctionner? Ça va augmenter le patient et ça va augmenter le médecin. Comment ça? Évidemment, j'ai bien conscience du risque que l'on prend, c'est-à-dire où sont les données. Vous savez que quand mon collègue Philippe Raveau, qui est un épidémiologiste très brillant, a fait des études pour regarder quelle était l'adhésion aux outils connectés par les patients. 2/3 des patients, participant pourtant à des études cliniques, refusent d'être suivis par des outils connectés. Refusent
refusent. Et ils disent 3 choses. Ils disent, 1, je veux pas de fil à la patte. 2, je trouve que c'est un fardeau supplémentaire. Et 3, où sont mes données? Qu'est-ce que vous allez faire? La confidentialité. La confidentialité. Donc ça, je comprends. Alors, il y a des lois pour ça. Aujourd'hui, le contexte international fait que peut-être que certaines applications américaines peuvent être remises en question. Peut-être avons-nous la chance d'avoir en France des garde-fous. Des garde-fous, des règles très précises européennes, et puis surtout des sociétés en France qui développent des choses extraordinaires, en France et en Europe. Donc il faut peut-être se recentrer sur ça. Donc ça, c'est un problème de sécurité. Je comprends que ça pose problème. Oui, c'est cette histoire de dossier médical universel. Dossier médical partagé. Le dossier qui permettrait qu'un patient puisse passer d'un hôpital à l'autre sans qu'on ait besoin de refaire toute la batterie d'examens dont vous parliez, etc. C'est un gain de temps immense. Ouais. Mais bien entendu, il m'est arrivé en consultation de voir des patients arriver avec une valise à roulettes. Alors au début, je leur demandais très gentiment s'ils partaient en week-end, et en réalité, non, mais docteur, c'est mon dossier. Et donc, ils sortent de la valise en roulette, une pile comme ça, donc il me faut une demi-heure. Voilà, là, l'IA et le dossier médical partagé géré par l'IA, parce que pourquoi ça ne marche pas, le DMP? C'est parce que c'est très long à faire, c'est pas convivial, c'est compliqué, c'est finalement un empilement de choses. Il faut arriver à ce qu'un script me permette de savoir dans ce dossier partagé quelles sont les informations dont j'ai besoin. Essentiel. En médecine, c'est pas tant le moment qui compte, c'est souvent la variation du paramètre. Vous voyez, vous avez un paramètre X qui est anormal à un moment donné, mais est-ce qu'il est anormal comme ça depuis 2 ans ou depuis 48 heures? Et là, ça change totalement la prise en charge du patient. Donc il faut que ces outils qui nous permettent de faire ces analyses nous fassent le tableau Excel que l'on fait ou le tableau que l'on fait sur notre bureau pour reprendre toutes les données. Alors en 2021, c'était comme ça, en 2022, etc. Voilà. Et donc ce virage numérique dont tout le monde parle doit être comme ça. Il doit être mis à notre disposition pour trier les images, pour trier les données, voilà. Et donc, à ce moment-là, il y a un gros problème qui est que comment ces données vont-elles être transmises? Le patient qui arrive avec une clé sur laquelle tout se trouve, il n'est pas le bienvenu à l'hôpital parce que cette clé, elle a des virus, etc. Donc, il faudrait des sites protégés avec, en effet, un code qui nous permettrait d'avoir accès. Il y a plein de sociétés qui sont en train de penser à ça en ce moment et je suis sûr que vous êtes très confiant sur l'évolution. Je suis très très confiant et surtout ça va me débarrasser de tout ce temps passé. Je vais enfin pouvoir regarder. Vous savez, dans mon bureau, l'ordinateur est derrière moi. Alors racontez ça, parce que dans votre consultation, vous êtes à un bureau, voilà. Il y a votre brancard, là, il y a votre... Oui, on n'appelle pas ça une civière, mais... Non, ça s'appelle un canapé d'examen, c'est quand même plus sympa, non? Voilà. Est-ce qu'il y a des jolis coussins comme chez nous? Non, il n'y a pas de jolis coussins, non. Donc vous avez ça, et votre ordinateur est derrière vous? Mon ordinateur est derrière moi. Parce que vous ne l'utilisez pas pendant que vous parlez aux patients. Exactement. Racontez ça, comment vous regardez dans les yeux? Mais oui, mais bien sûr, comment voulez-vous connaître la vérité? Comment voulez-vous que le patient s'exprime avec confiance si vous avez un travail de dactylographie pendant qu'il vous parle? Et vous n'avez pas un enregistreur en même temps? Après j'enregistre et je fais un compte-rendu de consultation. Je peux parler d'IA encore ou ça vous énerve? Oui, non, mais c'est la dernière fois parce qu'après j'ai très besoin que vous me racontiez comment vous... Juste l'IA est capable d'enregistrer ma consultation, donc elle est capable de faire le compte-rendu, donc elle est capable de faire le rapport. Le docteur vous a dit ça, le docteur vous a conseillé ça, Vous avez répondu ça, que vous ne vouliez pas de vaccin. Non mais exactement, qu'il y a une trace. Il y a une preuve, voilà. Oui. Bref, je suis très très fan. Je sais qu'il y a des problèmes de sécurité, mais il faut qu'on le fasse vite, qu'on le fasse bien et qu'on se débarrasse de toutes sortes de tâches administratives, de rangement, de gestion de dossiers qui sont... Mais vous savez, certains hôpitaux... Quel est le pays en pointe sur ce sujet de l'IA en médecine? Pas mal de pays ont avancé, les US, certains pays d'Asie, mais je voudrais parler en France, certains hôpitaux ont avancé aussi. Certains hôpitaux gèrent par exemple, vous savez, on a souvent besoin de faire ce qu'on appelle une consultation multidisciplinaire, comme le nom l'indique. Ok. Comment chacun vient? Alors autrefois, on venait chacun avec son dossier sous le bras, on partageait, etc. Bien sûr qu'il faut arrêter de faire ça. Donc vous avez un dossier partagé et chacun va pouvoir donner son avis à partir d'une synthèse faite par l'IA. Certains hôpitaux sont très en avance. Sont déjà pour équipés ça, et j'espère que l'AP va avancer. Alors, professeur, on est ensemble. Vous m'annoncez que je suis malheureusement probablement condamnée à mort dans quelques années. Comment faites-vous? Vous n'avez pas d'ordinateur. Est-ce qu'il y a un protocole pour annoncer à quelqu'un la nouvelle terrible? Et comment faire en sorte qu'elle entre en lui et qu'il puisse s'approprier cette éventuelle guérison? Alors, par bonheur, on n'a pas ça à faire tous les jours. Mais en tout cas, si on le fait, il faut, me semble-t-il, commencer par donner la perspective. C'est-à-dire d'abord annoncer ce que l'on va faire, des stratégies, des traitements, etc. Et ensuite dire pourquoi on le fait.
Nommer la maladie en dernier ressort. Voilà, vous pouvez pas commencer une consultation en disant vous avez un cancer et voilà. Parce que là, on sait, et par expérience, et les collègues cancérologues nous le disent, le patient se ferme. Il a entendu le mot terrible, et donc derrière, il ne va pas entendre ce qu'on lui fait. Donc il faut commencer par lui annoncer ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, etc. Et ensuite on arrive au diagnostic. Et c'est une co-guérison. C'est une technique d'annonce qui s'appelle... Voilà. Ouais. Et à ce moment-là, vous rentrez dans un processus où on est partenaire pour lutter contre la maladie. Quand on s'occupe de maladies chroniques, et par bonheur, la plupart des maladies sont aujourd'hui chroniques. Pourquoi oui. par bonheur ? Parce que... ah oui, c'est une bonne question. Beaucoup de gens ont l'impression que la médecine, c'est comme les maladies infectieuses. C'est-à-dire que vous avez une angine, on vous donne un antibiotique, vous êtes guéri et vous passez à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, tous les patients ont en moyenne 5 comorbidités. C'est-à-dire que tous les patients nous disent « j'ai eu un cancer, je suis hypertendu, je suis diabétique, mon rein marche pas bien, etc. » Et ces gens sont en bonne santé. Ils viennent vous dire « j'ai mal au genou et je pars en randonnée avec mes petits-enfants. Donc occupez-vous de mon genou. » Mais attendez, votre cancer... Non, mais ça va très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'accumulation de comorbidités est quelque chose qui est de notre pain quotidien. Donc il faut... Et comment vous gérez ça? Parce qu'on n'est qu'une seule chose, on est unifié. On le gère car beaucoup de collègues, le médecin traitant, les autres spécialistes ont équilibré le problème. Nous, on va gérer le problème pour lequel le patient vient. Voilà. Et le médecin traitant est cette espèce de tour de contrôle qui vérifie que la prévention est bien faite, que les traitements sont bien pris, etc. Mais est-ce à dire que l'homme moderne est totalement en possession de son propre corps? Il est fragmenté, il est capable d'isoler tel problème de tel problème? C'est tout à fait possible. En tout cas, on vit avec ces maladies. La bonne santé n'est pas définie par l'absence de maladie. Elle est définie par le fait de pouvoir vivre normalement avec ces maladies. Et on a beaucoup de maladies chroniques. Je peux revenir à l'IA ou ça va vous énerver? Parce que vous savez qu'on a beaucoup d'applications de suivi des patients aujourd'hui. Tous les médecins travaillent avec des ingénieurs qui nous fournissent des applications extraordinaires pour suivre le diabète, l'hypertension, etc. Juste suivre en temps réel, c'est-à-dire que le patient est connecté quand il l'accepte avec un outil qui mesure et vous avez votre rapport tous les matins. Voilà. Et vous avez des t-shirts connectés qui nous permettent de savoir que le patient dans la journée est en train de se pencher en avant, donc il va tomber, etc. Vous voyez, on a tout ça. Sauf que vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire qu'il y a 10 millions de paramètres qui arrivent sur l'ordinateur du médecin. Donc là, on a besoin de travailler avec des ingénieurs. On a besoin de travailler avec le patient d'abord pour lui dire quel est votre problème. Quel problème souhaitez-vous voir réglé en priorité? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, bien tenir compte du fait que c'est à nouveau Philippe Raveau qui avait démontré ça, que il faudrait, pour environ 4 ou 5 comorbidités, il faudrait à peu près 12 applications de suivi. Donc, ça devient un métier à temps plein d'être malade. Ce que nous ne voulons pas. Oui. Ce que nous ne voulons pas, justement. Solution. Eh bien, donc, on limite à un problème précis. On fait en sorte que toutes les maladies soient bien équilibrées. Et je vous dis, la plupart des patients vivent très bien. Ceux que vous croisez dans la rue, ils ont tous 4 ou 5 maladies chroniques et ça va très bien. Merci. Est-ce que pour terminer notre discussion, vous me permettez de reciter Sénèque et Hippocrate, enfin qui lui-même cite Hippocrate: la vie est longue ou la vie est courte, mais la science est longue. La vie est courte, longue est la science. Merci professeur Christian Roux d'avoir accepté nos questions, d'avoir accepté d'y répondre avec toute la franchise qui vous caractérise et bravo pour votre métier qui est plus qu'un métier. Encouragez les jeunes à le faire. Merci beaucoup pour votre invitation.